C'est bon? You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. It is the middle ground between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the bite zone. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous venez de quitter le Base Camp. Il va être très important pour la suite des opérations que vous gardiez votre calme, car vous venez d'être projeté dans une nouvelle dimension qui s'appelle l'IT Zone. Vous voici alors en 50 après Unix, soit en 2020 de notre ère, dans un petit pays de l'Europe de l'Ouest qui s'appelle... Non, la Gaulerie. Et vous voici chargé de mission au sein de son ministère de l'Éducation. Le gouvernement de la Gaulerie a récemment décidé de se lancer dans la réforme de son système éducatif et vous apprenez par le biais de votre manager que vous allez devoir organiser un colloque dont le but est de réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Mais comme toute organisation qui se respecte, le top-down n'est jamais loin et vous êtes grandement encouragé de faire appel à des cabinets de conseil externes. Et vous n'avez même pas eu le temps de protester que votre manager vous explique que cette directive émane du dieu Jupiter lui-même, vous glissant au passage de rajouter le cabinet McKinney dans l'appel d'offres parce qu'ils vous font un petit prix d'amis à 500 000 €. Donc, comme vous l'aurez remarqué, il s'agit ici d'une dystopie anachronique gallo-romaine et toute ressemblance avec des scandales politiques de notre actualité sera peut-être fait exprès. Donc McKinney, vous avez déjà entendu parler d'eux, mais vous ne savez pas réellement ce qu'ils font. Vous décidez donc d'aller sur leur site internet pour savoir comment ils peuvent vous aider dans la réforme du système éducatif d'un pays entier. Donc là, c'est le vrai site qui tourne actuellement en prod. Donc pour l'instant, on n'apprend pas grand-chose. On voit juste que sur la droite, il y a l'arc de triomphe, donc il y a un petit côté winner. Mais j'attire votre attention sur deux choses extrêmement importantes. La première, c'est que Gaulerie s'écrit France dans l'IT Zone. Et la dernière, c'est que McKinney s'écrit avec un S qui ne se prononce pas. Ça, c'est pour éviter toute poursuite judiciaire à la suite de Stoke. Donc là, le but, c'est de savoir comment ils peuvent vous aider dans la réforme du système éducatif de la Gaulerie. En scrollant un petit peu, vous avez leur première proposition de valeur. Ils expliquent qu'ils jouent le rôle d'accélérateur de l'innovation dans plus de 200 domaines d'expertise, qui ne laissent pas penser que c'est un très gros cabinet de conseil. Mais en plein milieu, on vous dit qu'ils ont plus de 5000 profils technologiques. Et là, c'est un peu bizarre, parce que pourquoi mettent-ils en avant juste un de leurs 200 domaines d'expertise? Est-ce que ça veut dire que c'est plus une boîte de conseil dans la tech qu'autre chose? Bon, peu importe. Ensuite, on essaye de créer de l'empathie avec vous en vous présentant quelques membres de leurs équipes. Alors qu'on s'entende bien, on est ici sur la homepage, donc il ne s'agit pas de n'importe qui. Vous avez ici la directrice générale de McKinney en Gaulerie, un membre du comité exécutif mondial de McKinney et une leaduse d'un des pôles de McKinney, etc. Et pour chacune de ces personnes, vous avez une page qui leur sont dédiées, qui doit dire à quel point ces gens sont spéciaux, etc. Mais ceci vous fait une belle jambe parce que ça ne vous aide pas du tout dans votre mission. Donc revenons sur la page principale. Ce qu'on voit ici, c'est un premier call to action qui vous invite à découvrir d'autres profils. Donc, allons voir qui sont ces profils. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de n'importe qui. Vous avez les seniors directeurs et directeurs de McKinney, et vous découvrez que chacun d'entre eux, en fait, dirige une business unit. Comme par exemple ici, les stratégies industrielles et transformations opérationnelles des acteurs industriels. Bon, ça sonne intelligent, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Le McKinney Cancer Center, donc a priori, ils ont aussi des médecins, des hôpitaux et peut-être des labos, mais je ne m'attendais pas à ça. Et puis, le pôle digital, parce que qui aujourd'hui n'a pas une division de gens qui jouent avec leurs doigts? Donc, on dit numérique en français, mais c'est pas grave. Mais peut-être qu'ils ont quelqu'un qui dirige un pôle sur l'éducation. Bon, c'est mal parti. Revenons sur le site, sur la page principale. Enfin, on a quelque chose d'assez intéressant ici parce que c'est leur publication, donc c'est une démonstration de leur savoir-faire. Donc qu'est-ce qu'on a? Secteur de la construction, ça ne nous intéresse pas. Traitement de santé, voyage. On a la fusion, prochaine source d'énergie décarbonée en Europe. Donc a priori, en plus d'avoir des médecins, ils ont des physiciens.
Donc pareil, je ne m'y attendais pas, mais vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien ici lié à l'éducation. Et ensuite, vous avez un encart qui prend toute la page, qui vous invite à travailler pour eux. Et là, vous commencez à être réellement confus ou confuse. Parce que vous commencez à vous demander, mais pour qui a été fait ce site Internet ? Vous n'êtes pas du tout le profil pour aller travailler pour eux. Donc, est-ce que ce site a été fait pour rouler des mécaniques de manière à attirer de nouveaux candidats et candidates potentiels ? Ou ça a été fait pour créer du lead et donc avoir de nouveaux clients, comme vous ? Et puis ça termine avec la position de leur bureau dans la capitale. Et donc là, ça fait bien 5 minutes que vous êtes sur ce site et vous ne savez toujours pas comment ils peuvent vous aider. Mais, quand vous êtes arrivé, vous avez remarqué qu'il y avait un menu en haut, là. Vous le voyez ? Non ? Oui, parce que la UX n'est pas terrible, mais en fait, il est ici. Et donc, il y avait un tab ici qui s'appelle « Notre métier ». Donc, je vous propose de découvrir tous ensemble quel est leur métier. Et il semblerait que leur métier, c'est des grosses boules en 3D qui tournent. Donc, ce qui va, en fait, seulement emphaser ce sentiment qu'ils essayent de se positionner sur la tech alors que ce n'est pas du tout vos oignons. Vous êtes vraiment sur le point de lâcher l'affaire quand vous voyez cette superbe animation CSS d'une flèche qui vous invite à scroller plus. Peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir l'information que vous espérez. Et qu'est-ce que vous découvrez ? Ils ont une organisation matricielle en pôle de compétences sectorielles et fonctionnelles. Ça vous fait encore une fois une belle jambe. Mais si vous creusez vraiment beaucoup, finalement ici, il y a quelque chose qui est lié à l'éducation. Et là, on a leur savoir-faire là-dessus, témoignages de leurs clients, leurs publications. Et comme on ne change pas une formule qui gagne, ça finit avec les personnes qui travaillent dans ce pôle. Mais encore une fois, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez ici la crème de la crème des consultants avec les partners et les senior partners. Les pauvres petits business analysts ne seront même pas listés sur ce site. Donc en définitive, vous avez plus appris sur l'organigramme et l'organisation de McKinney que sur la manière dont ils peuvent vous aider. Vous repartez alors avec un sentiment de frustration de ne pas avoir très bien investi votre temps. Et ce sentiment, il ne vient pas de nulle part en réalité. C'est le signe clair que vous venez de vous frotter à l'IT Zone. Et l'IT Zone, en fait, c'est un monde où science et croyance se mêlent pour ne faire plus qu'un. Et c'est un monde qui est gouverné par des forces invisibles qui ont de gros impacts sur la manière dont on va construire des choses. Parce que ici, ce serait tentant de pointer du doigt les UX researchers de McKinney pour cette pauvre user experience, mais en réalité, il existe un phénomène au-delà de leur contrôle qui les a partiellement poussés à faire le site de cette manière. Pour découvrir cela, on va faire un bond dans le temps, au 13 juillet 1998. Le New York Times publie alors une une qui changea la face de l'IT Zone en mettant en avant les exploits du docteur Jacob Nissen. Et qui, comme sa photo ne l'indique pas, n'est pas la personne qui a inventé la souris, même s'il a l'air très content d'en avoir une dans les mains. Qui c'est qui pose comme ça, même dans les années 90 ? Je ne sais pas. Et donc, le docteur Jacob Nissen était considéré à l'époque comme le gourou de l'ergonomie de la page web. En fait, c'est l'un des pionniers de la user experience. Et dans les années 90, il s'est lancé comme mission de rendre le web plus utilisable. Pourquoi ? Parce qu'il s'était rendu compte qu'à cette époque-là, les entreprises qui développaient leur propre site Internet avaient tendance à vouloir suroptimiser un indicateur de performance d'indexation dans les moteurs de recherche qui s'appelle le SEO. Alors, c'est un truc un peu plus vieux que ça. Avant le SEO, on avait le CIO. Vous avez jamais entendu parler de ça ? Non ? Pourtant, c'est le C-Level Ego Optimization. Alors, ce n'est pas un troll, pour le coup, parce que dans un article qu'il a écrit en 97, Top 10 Mistakes of Web Management, il explique que l'erreur numéro 3, c'est le fait de laisser la structure de son site refléter son organigramme. Et que les utilisateurs ne devraient pas savoir comment votre compagnie est organisée, donc ils ne devraient pas être en capacité de déduire votre structure organisationnelle à partir de la structure de votre site. Et qu'un signe classique d'un site mal conçu comme cela, c'est lorsque sur la homepage, vous avez un bouton pour chacun des seniors vice-présidents de la compagnie, chose que vous n'êtes pas du tout de vivre en 2024, n'est-ce pas ? Il est rejoint dans ses observations par un autre pionnier de la user experience, le docteur Nigel Bevan, qui, en 1998, écrit dans un papier qui s'appelle Usability Issues in Website Design, pourquoi les sites sont si frustrants et difficiles à être utilisés, notamment parce que les organisations produisent souvent des sites dont le contenu et la structure reflètent les intérêts internes de l'organisation plutôt que les besoins de l'utilisateur sur le site.
Et c'est pour cela que sur le site de Makini, on pousse très fort sur le fait que ça se positionne sur la tech et que ça recrute, alors que ce ne sont pas vos oignons. Alors on pourrait se dire, on sait que depuis la fin des années 90, ceci est un mauvais pattern. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en est toujours là aujourd'hui? Alors que vous cherchez à en savoir plus, vous voici maintenant à Redmond, à côté de Seattle aux États-Unis, en 38 après Unix, soit 2008. Vous êtes maintenant directrice ou directeur marketing chez Microsoft, et vous êtes en train de peaufiner une stratégie pour booster les ventes de votre fleuron de l'époque qui est... C'était quoi le fleuron de Microsoft en 2008? Ah, je l'ai entendu. Windows Vista. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, votre boss déboule furieux dans votre bureau parce que l'un de vos concurrents vient de publier ce spot publicitaire. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC, here with good news for anyone who's ever been frustrated by Vista. Oh, you're fixing the problem. No, I'm making them easier to live with my new line of calming teas. There's Crashy Time Chamomile, just the thing to soothe the nerves after a Vista-related crash. Or if Vista's making your applications run slow, there's Pomegranate Patience. Now, mornings are Raspberry Restart time for That's me. great, PC. Also afternoons, but... We should move on. Yes, let's move on, Mac, to my line of Vista stress-relieving bath salts. Donc c'est une vraie pub qu'ils ont fait à l'époque, ils en avaient fait plusieurs comme ça. Donc c'est une catastrophe. Votre concurrent se moque des déboires de votre nouveau système d'exploitation, car effectivement, las des plantages en série et des incompatibilités immatérielles, vos utilisateurs font le choix de revenir à Windows XP, et dans le pire des cas, pour la première fois, ils vont à la concurrence de la pomme croquée. La pression est telle que vous êtes obligé de laisser les constructeurs d'ordinateurs vendre de nouvelles machines sous Windows XP à la place de Windows Vista. Donc je ne dirais pas que c'était un échec, ça n'a simplement pas marché. Mais dans cette débâcle, en fait, deux chercheurs de chez Microsoft et l'un de l'université du Maryland se sont demandé s'ils ne pouvaient pas tourner ça en une opportunité pour faire une étude scientifique. Ils ont donc lancé une analyse sur les 50 millions de lignes de code que compose Vista, réparties en plus de 3000 modules. Et le but de cette analyse est d'évaluer à quel point eh bien, les indicateurs de qualité de code sont bons dans la prédiction de bugs en prod. Parmi ces indicateurs, vous aviez le code churn, ça c'est la quantité de code qu'il faut modifier à chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose dans votre soft. Code complexité, vous connaissez ça aussi avec sous la complexité cyclomatique, hein, c'est des branchements très imbriqués, etc. Dependencies, c'est le couplage. Code coverage, vous connaissez ça sous le nom de la couverture de test. Et le nombre de bugs détectés avant la release. En fait, rétrospectivement, ils savent quel module de Vista a eu des bugs en prod. Donc ils se demandent s'il n'y a pas une corrélation, par exemple, avec le fait qu'un module avait 20% de coverage et le fait qu'il avait été buggy en production. Mais avant de faire cela, ils ont rajouté un indicateur supplémentaire, qui est la structure de l'organisation. Ce qui est très bizarre parce que ça n'a rien à voir avec le code. Donc pour être un bon prédicteur de bugs en prod, ces indicateurs doivent avoir un score aussi proche de 100% qu'on peut vis-à-vis de precision et recall, même si je ne vais pas vous expliquer la différence. Et voici le résultat. Donc il s'avère qu'en fait, la structure de l'organisation est l'indicateur qui a le meilleur score. Donc dans cette étude de 2008 qui s'appelle The Influence of Organizational Structure on Software Quality in Empirical Case Study, les chercheurs ont démontré que dans le cas de Windows Vista, l'état de l'organisation était un meilleur prédicteur de bugs en prod que le code coverage. Donc pour paraphraser Peter Drucker, Organization eats code quality tools at breakfast, c'est pas Sonar qui va vous sauver si vous faites du safe. Pour ceux qui voient de quoi je parle. En réalité, les chercheurs voulaient démontrer un postulat qui avait été émis plusieurs décennies avant de cela, en 1975, par le docteur Frederick Brooks, qui, dans un bouquin qui s'appelle The Mythical Man Month, comprenait le mythe du jour homme, il expliquait que la qualité du produit est grandement affectée par la structure de l'organisation. Au passage, ce bouquin est fortement dérecommandé aux adeptes du diagramme de Gantt. Le risque de malaise vagal est trop important dans leur cas. Est-ce que vous sentez ces petits picotements derrière la nuque maintenant? Ça, c'est parce que vous venez de faire un nouveau saut. Ça, c'était pour être sûr que vous restiez debout après le déjeuner.
Donc c'est le son du RER A qui vous amène en gare de Courbevoie, de la Défense à Courbevoie, en 46 après Nixon en 2016, et vous êtes en train de faire votre chemin vers en fait le siège de la multinationale de voyage en ligne qui vous emploie en tant qu'architecte. Vous avez notamment designé l'architecture du système de réservation de billets de train comme suit. Avec les équipes de développement, vous avez défini que c'était la meilleure solution pour le besoin métier, qui est que votre compagnie vend des billets de train dans le monde entier, mais que chaque pays, en fait, gère le train complètement différemment. Comme votre entreprise veut avoir une expérience uniformisée pour tous ses utilisateurs et ne veut pas, en fait, faire du développement custom, cette architecture est divisée en 3 composants complètement agnostiques, en fait, des pays. En bas, vous avez Rail Supply, dont le but est d'agréger les API des transporteurs, type SNCF en France, SNCB en Belgique, qui ne sont pas très originaux, Renfe en Espagne, etc., pour fournir une API unifiée, et on requête ça de manière indifférenciée. Au-dessus, vous avez Rail Shopping, qui contient toute la logique métier. Comment je cherche un train, comment je sélectionne mon siège, et comment je réserve mon billet. Agnostique des pays, comme je l'ai dit, et tout au-dessus, vous avez en fait la UI. Donc cette architecture a été définie il y a 3 ans de ça. Il est maintenant temps pour vous de descendre de votre tour d'ivoire d'architecte pour aller voir ce que les développeurs et développeuses ont fait. Vous avez notamment eu vent que, bien que cette architecture soit très nouvelle, ces composants sont déjà très difficiles à maintenir en production. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous jetez un œil au code, et là, super, il a été fait exactement ce qu'on ne voulait pas. Chacune des briques était divisable par pays avec un if mon pays. Et le résultat, c'est que en fait, certaines fonctionnalités ont été dupliquées et faites plusieurs fois au lieu d'être réutilisées. Mais que s'est-il passé? Et c'est un problème de compétence des équipes de développement. Eh bien, après quelques investigations, vous êtes rendu compte que cela venait d'une croyance du management qui s'appelle la feature team. Alors, feature team, c'est un peu marché, selon le contexte. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, la feature team, c'est un concept qui vise à booster l'autonomie d'une équipe en lui permettant d'intervenir dans toutes les couches du système d'information pour développer une feature. Mais dans les faits, une feature, c'est un projet quand même. Et une fois qu'ils ont fini, ils vont faire autre chose. Qui maintient ça? On ne sait pas. Et là, le management avait 3 équipes à leur disposition. Mais chacune de ces équipes était sur des fuseaux horaires différents. Donc ils se sont dit, ça va être plus simple de les spécialiser par pays. Parce que le plan de mise en prod visait à faire une première version pour la France, une seconde pour le Royaume-Uni, et finalement une pour l'Allemagne. Donc là, vous avez 3 équipes qui travaillent toutes sur la même code base, qui sont sur des time zones différentes, qui ont des managers différents, des deadlines différentes, des objectifs différents. Donc au final, elles avaient très peu de raisons de collaborer ensemble. Et donc, cette croyance, la feature team et la pression de délivrer, a conduit les équipes à se protéger les unes des autres pour s'assurer de leur propre deadline en faisant un if mon cas. Je ne sais pas ce qu'ils font les autres, mais je ne veux surtout pas les péter et je ne veux pas qu'on me pète. Et c'est comme ça qu'on a fini dans cette situation. Et le pire dans cette histoire, c'est que comme l'ownership de chacune des briques n'est pas clair du tout, personne ne veut payer le coût de la dette technique. Donc il semblerait que l'IT Zone essaye de vous envoyer un message. Il semblerait que votre expérience utilisateur, la conception produit, la qualité du produit et du code, et votre architecture soient grandement impactés par votre organisation. Jusqu'à là, on n'en a vu que des symptômes, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça? Pour trouver l'explication, on va faire un bond encore plus long dans le temps, et cette fois-ci, on va retourner en 1968. Le docteur Melvin Conway publie alors un article qui s'appelle « How do communities invent ?», dans lequel il explore la manière dont les entreprises, les organisations, designent des systèmes. Et là, on va faire un petit exercice que vous pouvez pouvoir faire dans vos boîtes, mais vous risquez d'énerver vos managers. Prenons un système e-commerce, constitué ici de 4 sous-systèmes. On a la gestion des utilisateurs, shopping, c'est la gestion du panier, avec le catalogue, le paiement et la facturation. Un système, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être une page web, ça peut être un produit logiciel, mais ça peut être votre téléphone ou même votre voiture. Melvin Conway se demande s'il n'existerait pas par hasard une relation entre la structure du système qu'on a là et celle de l'organisation qui en est en charge. Et là, il remarque que dans toutes les organisations,
on va être en mesure de trouver pour chacun des sous-systèmes une équipe qui en est en charge, notamment de son design, son build, sa mise en prod, son opération, etc. Facile. Je remarque aussi que pour que le système dans sa globalité puisse fonctionner, certains de ces sous-systèmes doivent s'interfacer ensemble, comme ici, par exemple, entre user et shopping. Une interface en informatique, ça peut être un échange de données à travers une API. Et ce qu'il note alors, c'est que si vous avez deux sous-systèmes qui doivent s'interfacer, alors les équipes qui en sont en charge vont devoir avoir une communication formalisée, de telle manière à pouvoir négocier une spécification de cette interface, un contrat. Et généralement, dans les grandes entreprises, cette communication inter-équipe est gérée par un coordinateur ou une coordinatrice, qui peut être aujourd'hui un ou une Scrum Master, un ou une Product Owner. Ce qu'il remarque aussi, c'est que si vous n'avez pas d'interface entre deux sous-systèmes, comme par exemple entre shopping et billing, alors les équipes qui en sont en charge n'ont pas plus de raison d'avoir une communication formelle que ça. Melvin Conway démontre alors qu'il y a une relation étroite entre la structure du système et celle de l'organisation qui en est en charge. Bon, il n'est pas rare qu'une équipe soit en charge de plusieurs systèmes. Dans ce cas-là, en fait, la structure de l'organisation devient une version compactée de celle du système. Et des fois, c'est l'inverse, parce que vous pouvez avoir plusieurs équipes sur le même système, ou le sous-système. Et donc là, on voit bien qu'il y a une similarité de structure entre l'organisation et le système. Et cette similarité, c'est ce que Melvin Conway appelle un homomorphisme. Et là, peut-être que vous allez vous dire qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, mais le problème, c'est qu'un homomorphisme a des caractéristiques qui peuvent grandement nous ennuyer quand on va, nous, construire des systèmes. Pour vous donner un exemple, disons qu'on part au début d'un projet. On a le besoin, mais on ne sait pas encore ce qu'on va construire. Mais le management a déjà décidé d'une organisation comme suit. Enfin, comme vous le savez, le rôle d'une organisation, c'est de déterminer quelle est la meilleure solution parmi toutes les solutions qu'ils peuvent imaginer en les comparant selon leurs avantages et leurs inconvénients. Admettons que dans le problème qu'ils tentent de résoudre, il n'y ait que deux possibles solutions qui sont celles-ci, et admettons que la deuxième est la meilleure. Mais on fait comme si nous, on est omniscients. Hein. Pour l'instant, ces équipes n'ont même pas encore envisagé ces solutions. Si on compare ces solutions, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans le deuxième design, on a une interface entre user et billing qui n'existe pas dans le premier, et on a un système de checkout qui n'existe pas là, mais qui a été réparti dont ses responsabilités ont été réparties entre les systèmes shopping et paiement. Donc maintenant, la question à 1 million d'euros, c'est est-ce que cette organisation prédéfinie va être en mesure de découvrir et de choisir le deuxième design qui est le meilleur ? Et bien, si vous regardez comment elle est organisée, vous voyez qu'il n'y a pas de canal de communication formalisé entre les équipes user et billing, et il n'y a pas d'équipe checkout. Et bien, si on applique la règle de l'homomorphisme qu'on a vue juste avant, eh bien, cette organisation va choisir le premier design qui n'est pas le meilleur. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que les équipes user et billing, elles ne vont pas réaliser qu'en collaborant ensemble, potentiellement étroitement, elles vont être en mesure d'introduire, découvrir qu'il y a un besoin d'interfaçage là, entre leurs systèmes qui va améliorer le système dans sa globalité. Mais le pire, c'est les équipes shopping et paiement. Comment voulez-vous que ces équipes envisagent l'émergence d'un produit de checkout qui est à l'intersection de leur scope, alors que c'est le management qui a prédéfini leur scope ? Ça va avoir un gros impact sur la manière dont ils pensent au problème. Et je pense que vous le savez, généralement en entreprise, la structure de communication d'une boîte, c'est pas hyper flexible. Hein. Ce qui veut dire qu'en fait, cette organisation va être contrainte de produire un système à son image. Et plus l'organisation est grande, plus ce phénomène sera prononcé. C'est pour cela que Conway explique que le fait même de choisir une organisation veut dire que vous êtes en train de faire des choix de design, de manière explicite ou non. Hein. Donc choisir une organisation, c'est faire des choix de design. Et que le fait même de choisir une organisation va limiter le champ des solutions possibles en excluant des options qui peuvent être meilleures. Pour vous donner un exemple concret de ça, Conway parle d'une structure qui, dans les années 60, était composée de 8 personnes et qui devait développer un compilateur COBOL et un compilateur ALGOL. Comme ils avaient des soucis de budget, ils ont réparti 5 personnes sur le compilateur COBOL et 3 sur le compilateur ALGOL.
Le résultat a été que le compilateur COBOL s'exécutait en 5 phases alors que celui d'Algol en 3. Alors que ce sont quasiment les mêmes types de logiciels. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette observation. En 1996, on a une autre perspective qui nous vient de Tom Cheetham, qui nous explique que si on avait à demander à 5 personnes de nous faire un compilateur COBOL, ce compilateur s'exécutera en 4 phases au lieu de 5, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le manager. Mais en fait, voilà, c'était pour vous montrer l'impact de l'organisation sur le système qu'on est en train de construire. Mais il y a des trucs encore plus marrants. Revenons au début, en fait, quand on a un besoin à défraîchir. Généralement, vous savez, on ne va pas mettre trop de gens là-dessus parce qu'on ne sait pas réellement où on va. Et imaginons qu'on a 2 designers ou designeuses initiales. Généralement, un manager ou une manager n'est pas trop loin dans cette affaire. Et cette personne, surtout s'il y a des contraintes de budget et de timing, ce qui est toujours le cas, parce qu'il faut tout pour hier, ça n'a jamais changé, eh bien cette personne sait qu'ils seront blâmés s'ils ratent leur deadline, s'ils n'ont pas employé toutes les personnes qu'ils auraient à leur disposition. Et ça va créer de la pression sur les designers et designeuses initiales, parce qu'ils préféraient peut-être continuer à se battre contre la complexité du problème afin de la réduire pour trouver une solution, plutôt que de devoir fragmenter le savoir en déléguant à d'autres. Mais comme le management pense que c'est trop risqué de faire comme ça, ils ne vont pas avoir le choix que de déléguer à des renforts pour sécuriser au maximum l'atteinte de la deadline. Ça, selon Conway, c'est lié à une croyance du management qui est que l'effort du travail est quelque chose de linéaire. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pensent que le travail de 2 personnes sur 4 mois, c'est équivalent au travail de 4 personnes sur 2 mois, et qui est le diagramme de Gantt. Et pour se moquer de ça, alors désolé, la citation date des années 70, mais le docteur Frederick Brooks explique qu'une grossesse humaine, ça prend 9 mois, quel que soit le nombre de femmes que vous assignez à la tâche. Mais revenons à notre organisation qui vient de grandement grossir. Je pense que vous le savez, en entreprise, on a des règles managériales, RH, comme par exemple double pizza team, un manager ou une manager par équipe. Et ces règles vont donner une forme à cette organisation. En établissant un lien hiérarchique basé sur la délégation. Parce que les designers et designeuses initiales, là, étant les sachants et sachantes, ils vont prendre le lead. Et donc ça veut dire qu'en fait, une organisation va prendre forme avant même de savoir ce qu'on est censé construire. Et une fois que l'organisation existe, eh bien, elle sera utilisée. Mais maintenant, on a ce gros besoin. Il va falloir occuper tout le monde. Donc on va le splitter de manière totalement arbitraire, et encore une fois arbitrairement, pour que tout le monde ait un petit bout du problème. Et ce qui veut dire que ces intersections de responsabilité comme cette zone en gris là, personne ne le remarquera. Parce qu'en déléguant des sous-groupes, eh bien, vous avez créé des scopes qui vont agir comme des œillères pour ces sous-groupes, et c'est exactement la définition de ce qu'on appelle des silos en management. C'est pour ça que Conway dit qu'il n'existe pas de groupe de design qui soit à la fois organisé et non biaisé. L'organisation va biaiser en fait votre design. Mais il y a encore plus drôle. Parce qu'il dit qu'au moment où on a eu une délégation, en fait, la qualité s'est désintégrée. Waouh! Alors pourquoi? En fait, c'est lié à la qualité de la communication. En fait, nos designers et designeuses initiales ont dû prendre du recul par rapport à l'analyse du problème, parce que maintenant, ils doivent gérer du partage de connaissances, de la coordination pour les nouveaux et nouvelles entrantes. Cependant, cette prise de recul est au prix de leur compréhension du problème. Donc si maintenant vous avez des personnes qui sont dans des équipes hiérarchiquement éloignées, qui doivent en plus décider, par exemple, d'une interface entre leurs systèmes, eh bien le process de décision est maintenant beaucoup plus complexe. Parce que si ces personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord, qu'est-ce que disent les règles en entreprise? On remonte la chaîne de délégation, en appliquant des personnes qui sont éloignées de l'analyse du problème. Et si ces personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord, on va remonter encore d'un niveau, en appliquant des fois des personnes qui ne sont plus du tout techniques, et qui vont devoir prendre une décision en 1 heure sur des travaux de plusieurs mois, sans forcément tout comprendre. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, la structure de la communication va tendre vers la structure hiérarchique de l'entreprise, administrative. Et par effet homomorphique, ça va finir en fait dans le système que l'organisation est en train de construire.
Selon Conway, c'est pour cela que les militaires ont tendance à faire des systèmes qui ressemblent à leur organigramme. Il suffit de regarder un programme COBOL, c'est organisé comme un régiment en division et en section. Ça a été créé par des militaires. Donc, selon Conway, la structure des grands systèmes tend à se désintégrer pendant le développement, qualitativement plus que pour celle des petits systèmes, parce que dans les petits systèmes, généralement, vous avez moins de gens. Généralement. Mais cette désintégration de la communication, en fait, Brooks l'illustre très bien au niveau d'une équipe. Il nous dit que quand on avait 3 personnes, on avait 3 canaux de communication. Mais quand on est monté à 11 personnes, comme dans notre exemple, on n'est pas monté à 11 canaux de communication, mais on est monté à 55 canaux de communication. Ce qui veut dire que l'effort de communication n'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, par conséquence, l'effort du travail ne peut pas l'être non plus. On a aussi vu qu'un système construit par 11 personnes ne va pas du tout avoir la même tête qu'un système construit par 3. Et Conway ajoute que par expérience, si vous avez 3 personnes bien choisies, ces personnes-là vont vous construire un meilleur système que les 11 personnes, parce que toutes les hypothèses de parallélisation qui peuvent être vraies quand on épluche des pommes de terre, elles partent en fumée quand on développe des systèmes. Et cette tendance de vouloir ajouter des gens pour accélérer en fait et sécuriser la deadline va faire tendre l'organisation vers sa forme bureaucratique avec des overheads de communication et de synchronisation. C'est pour cela qu'au bout d'un moment, et ça c'est très contre-intuitif, il va falloir faire en sorte de restreindre la communication pour que les gens puissent faire leur travail. Qui ici s'est déjà plaint d'avoir trop de cérémonies et trop de réunions? Ouais, les autres sont Scrum Master ou Manager. C'est pas une coïncidence, hein, ça vient de là. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu, qu'on commence à sentir ces effets de l'organisation sur ce qu'on est censé construire, qu'est-ce qu'on peut dire des frameworks sur étagère d'organisation at scale, complètement agnostiques de ce qu'on est censé faire? Comme ça. Vous connaissez ça? C'est un graphe complet de hiérarchie et un graphe complet de communication, où tout le monde se synchronise ensemble avec des joyeux PI planning, où tout le monde chante et danse parce que tout le monde est heureux. Et si on applique la règle de l'homomorphisme, selon moi, ils vont construire un truc qui s'appelle le monnaie distribuée, mais leur dites pas, ils risquent de pas être très contents. Bon, jusqu'alors, on a vu, je vous ai pas vraiment dit ce qu'était la loi de Conway. La loi de Conway dit que les organisations qui designent des systèmes sont contraintes de produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. Et c'est pour cela qu'en fait, sur le site de McKinney, la première chose que vous avez découvert était l'organigramme en partant du haut. Et plus on rentrait dans le site, plus on descendait les strates de l'organigramme. La deuxième chose, c'était l'organisation matricielle. Alors que, encore une fois, ce n'était pas vos oignons. Avant même de savoir comment ils pouvaient vous aider. Donc ça, c'est un exemple, encore en prod aujourd'hui, d'une organisation où leur structure de communication s'est totalement alignée sur leur structure hiérarchique et qui a fini dans le système qu'ils ont construit, c'est-à-dire leur site web. Dans le cas de cette multinationale de voyage en ligne, bien que le système eût été pensé pour être agnostique des pays, les équipes ont construit en fait des systèmes divisables par pays parce qu'elles étaient elles-mêmes organisées par pays. Et dans le cas de Windows Vista, vous avez vu que la qualité de l'organisation avait un gros impact sur la qualité du système, de la structure du système. Et ça, c'est un effet homomorphique. Parce qu'une propriété sur l'organisation a un impact sur la même propriété au niveau du système. Mais je ne vous ai pas dit ce qu'ils ont mis dans Organizational Structure. Ils sont allés vérifier 8 postulats, mais j'en ai listé que 3 ici. Donc qu'est-ce qu'ils sont allés vérifier sur Vista? Le fait qu'une grande perte des membres de l'équipe affecte la rétention de connaissances et donc la qualité, que plus les contributeurs à un composant appartiennent à la même équipe, plus grande est la qualité, et que plus la personne qui a le pouvoir de prendre une décision sur le composant est proche hiérarchiquement des ingénieurs qui l'éditent, meilleure est la qualité. Bizarrement, c'est totalement diamétralement opposé à la désintégration de la communication que nous expliquait Conway. Donc ce n'est pas une coïncidence. Donc peut-être que maintenant vous demandez, est-ce qu'on peut éviter les effets de la loi de Conway? Malheureusement non. Mais vous pouvez apprendre à mieux les gérer. Conway explique que l'effort de design doit s'organiser selon le besoin de communication. Ça sonne compliqué, mais je vais vous expliquer, c'est simple.
Déjà, votre problème, il faut le réduire en plusieurs petits sous-problèmes, histoire de plus facilement trouver des sous-systèmes. Ces sous-systèmes, il va falloir définir comment ils doivent s'interfacer entre eux pour que le système dans sa globalité puisse fonctionner. Et une fois qu'on a ça, on va être en mesure de définir une organisation où la structure de communication va être restreinte à son strict minimum, pour s'assurer que les équipes aient des zones d'autonomie sans avoir des surcoûts de synchronisation et de coordination. Cependant, on sait que le premier design n'est jamais le meilleur, et qu'en plus, les besoins vont évoluer dans le temps. Donc ça veut dire que cette structure doit être assez flexible dans sa communication et son organisation, de telle manière à pouvoir continuer de designer de manière efficace. Et là, Melvin Conway, sans expliquer comment faire à chacune des étapes, vient d'inventer une nouvelle méthode d'organisation et de design qui sera appelée plus tard, en 2010, en Inverse Conway Maneuver. Donc ça, en fait, c'est un terme qui a été inventé par Johnny Leroy et Matt Simmons de ThoughWorks dans Dealing with Tricky Legacy Platforms, où ils expliquent qu'en fait, le but, c'est de casser les silos dans l'entreprise qui nous empêchent de travailler efficacement. Et on le fait en se réorganisant. Cependant, une réorganisation, ce n'est pas forcément réaliste dans tous les cas. Et gardez à l'esprit que c'est la structure de la communication qui va finir dans le système qu'on construit et pas directement la structure hiérarchique. Ça va être plus facile d'avoir un impact sur la manière dont les gens communiquent entre eux que d'adresser ce sujet épineux de la réorganisation administrative qui, en plus, n'est pas forcément dans vos mains si vous n'êtes pas manager ou vous n'êtes pas directeur. Mais en 2015, l'IT Zone voit l'essor des microservices. Et James Lewis, technical director chez ThoughWorks, eut cette drôle d'idée de dire qu'en fait, il faut qu'une organisation se focalise sur une structure qui correspond à ce qu'elle tente de construire, plutôt que de demander en fait à des équipes déjà prédéfinies de suivre une architecture sur le papier, parce que dans ce cas-là, en fait, on va avoir les effets négatifs de la loi de Conway. Donc maintenant, vous vous demandez, mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut implémenter cette Inverse Conway Maneuver? Eh bien, ça, vous pouvez le faire à travers, en fait, un driver qui s'appelle le modèle BAPO. Alors, le modèle BAPO, ça a été théorisé par Jan Bosch en 2017, dans un article qui s'appelle Structure Its Strategy. Et Jan Bosch, c'est un professeur à l'université de Chalmers, et c'est l'ancien vice-président du Nokia Research Center. Et donc le modèle BAPO, il explique qu'en fait, on doit systématiquement commencer par définir comment on veut créer de la valeur pour nos utilisateurs et comment on veut générer des revenus. C'est le B ici qui veut dire business. Ça, c'est le point de départ de la méthode. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut faire en termes de business, on va pouvoir définir l'architecture, les choix technologiques qui vont être nécessaires pour rendre ce business vivant. Et une fois qu'on a fait nos choix architecturels et qu'on sait ce qu'on veut construire, eh bien, on peut réfléchir à tous les process qui sont nécessaires pour construire cette architecture. Et une fois qu'on a le B, le A et le P, on sera en mesure de savoir toutes les compétences nécessaires pour faire tout ça. Et donc, finalement, on peut penser à l'organisation. Mais peut-être que vous voyez venir le truc. Parce que ce que note Jan Bosch, c'est que généralement, les entreprises, elles ne sont pas BAPO, elles sont plutôt OPAB. Elles partent d'une organisation existante, et par pure convenance, elles vont en tirer des process. Il y a Jean-Michel, il est là depuis 10 ans, il est validateur. Vous allez avoir un process de validation, même si vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, ça va driver une architecture accidentelle qui sera plus poussée par plus alignée avec le passé de l'entreprise que son futur. Et cette architecture restrictive va limiter grandement notre capacité à faire du business et à innover. Et il en sait quelque chose, il était chez Nokia. Et c'est pas une blague, parce qu'il y a des études là-dessus hyper sérieuses. Alors, ce qui est assez notable, c'est que si on revient à Nigel Bevan, qui, dans son papier, en fait, il nous donnait 5 étapes pour aller au-delà du problème qu'on a vu au début, en fait, du talk. Et ces 5 étapes, en fait, s'alignent parfaitement avec le modèle BAPO. Donc maintenant, vous vous demandez peut-être, OK, ces étapes-là, elles sont faites pour une page web, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour un produit logiciel?
et qu'est-ce qu'on peut faire pour un système d'information dans son ensemble. Et bien, heureusement pour vous, dans l'IT Zone, il y a plusieurs gemmes aux quatre coins. Et pour pouvoir implémenter ce modèle BAPO, on va commencer avec le B et le A, Business et Architecture, grâce à une révolution qui a eu lieu en 2003 dans l'IT Zone avec la publication de Domain Driven Design d'Eric Evans. Donc ça, c'est une philosophie qui vise à remettre au cœur du développement logiciel le métier, le business, et de systématiquement partir de l'analyse du métier, de sa compréhension, avant de se lancer dans des choix d'architecture, dans des choix d'organisation, dans des choix d'implémentation, etc. C'est pour cela que le Domain Driven Design va séparer deux espaces, l'espace du problème qui correspond au business et l'espace des solutions qui correspond à l'architecture. Pourquoi ? Parce qu'on a tous ce biais, en tant qu'ingénieur, d'être déjà en train de construire une solution dans nos têtes quand quelqu'un nous explique son problème avant qu'il ait fini d'expliquer son problème. Et donc, le truc, c'est que quand il va commencer à nous dire « ça, tu peux le faire », on va dire « ah non, mais j'ai mis du reste dans ma tête, et puis non, ça marche pas en reste, c'est trop compliqué ». Et en fait, vous allez contraindre en fait, la manière dont il va pouvoir donner son problème. Vous faites ce qu'on appelle du solution push. Donc, pour éviter ça, on sépare ces deux espaces. Et on commence systématiquement par l'analyse du métier, enfin du problème. Comment on fait ? C'est pas très compliqué. On prend les experts et les expertes du métier, on les met dans une salle, on prend des profils cross-fonctionnels, PO, Dev, etc., on les met avec, et on fait en sorte qu'ils parlent ensemble et qu'ils découvrent, en fait, le domaine métier. Le but, c'est de comprendre les flux de création de valeur, les concepts métiers, etc., et leurs caractéristiques. Techniquement, on fait ça au travers de ce qu'on appelle un event storming, qui est un atelier de design émergent inventé par Alberto Brandolini en 2013. Et cet atelier, il est hyper efficace parce qu'il n'est pas compliqué. En fait, chacun et chacune des participantes va lister sur des post-it des événements métiers qui sont importants dans le problème qu'ils tentent de résoudre. Et ces événements métiers, après, on va les organiser selon une timeline, ce qui va nous permettre de mapper en fait les flux de création de valeur. En fait, ça nous permet aussi de mapper nos features derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ça, on va être en mesure de regarder un peu quels sont les concepts métiers. Donc là, par exemple, je vous les ai listés selon là où ils apparaissent dans la timeline. Et ça va nous permettre d'identifier des zones, parce que certains de ces concepts métiers vont naître ensemble, certains vont mourir ensemble, d'autres vont se transformer. Par exemple, vous allez avoir votre panier, carte, qui va devenir une commande order. Certains vont disparaître, certains n'existent qu'à certains endroits, et ça va vous donner des zones. Et ces zones-là, en fait, c'est ce qu'on appelle en Domain Driven Design des bandits de contexte, mais en théorie des systèmes, eh bien, ce sont vos sous-systèmes, ou en fait, ce sont vos produits, vos sous-produits logiciels. Et donc là, on a vraiment des choses scopées par responsabilité métier. Ce qui va nous permettre de commencer à faire de la solution. Donc pour faire de la solution maintenant, définir notre architecture, on va faire ce qu'on appelle un context map. Si vous ne voyez pas ce que c'est le seul atelier que je connais qui va vous permettre de faire de l'architecture fonctionnelle et technico-fonctionnelle en prenant en compte les effets de la loi de Conway. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va lister tous les systèmes en fait, qu'on a identifiés là, selon notre event storming. Ce sont aussi vos produits logiciels. Et on va définir comment ils doivent s'interfacer entre eux. Là, notamment, on dit que le domaine paiement doit s'interfacer avec le domaine shopping au travers de ce qui s'appelle un Open Host Service. Pour simplifier, c'est une API. C'est la même chose. Je ne vais pas expliquer ce qu'est ACL, mais c'est Anti-Corruption Layer, c'est une stratégie d'intégration, ce n'est pas important pour le talk là. Une fois qu'on a défini comment les systèmes et les produits doivent s'interfacer entre eux, on va aller faire un truc qui est de mesurer le poids métier et les relations de force métier qu'ont entre eux ces systèmes. Il y a plusieurs relations possibles, on va en voir qu'une seule ici, c'est mutually dependent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un des deux systèmes qui est en échec, les deux seront en échec. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en mesure de mettre un truc dans votre panier et que vous ne pouvez pas payer, ça ne sert à rien. Et si vous ne pouvez pas mettre des trucs dans votre panier mais vous pouvez payer, c'est peut-être bien pour vous, mais ça ne sert à rien. En fait, voilà, ça c'est une relation mutually dependent. Il y en a d'autres. Et pourquoi on qualifie ça ? C'est parce qu'ensuite, on va regarder la manière dont les équipes qui sont en charge
travaillent ensemble, pour voir s'il n'y aurait pas une orthogonalité entre leurs relations inter-équipe et la relation en fait métier essentielle des produits logiciels en dessous. Admettons que là, ils sont dans une relation qui s'appelle Customer-Supplier. Celle-ci, généralement, vous la connaissez bien. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'équipe paiement, ici, doit négocier pour faire prioriser ses besoins dans la backlog de l'équipe shopping. Et l'équipe shopping peut faire non, et arbitrer parce qu'ils ont des trucs soi-disant plus importants à faire. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Parce que si paiement est en échec, shopping est en échec aussi, puisqu'ils sont mutuellement dépendants. Peut-être que là, en fait, il faudrait changer leur mode d'interaction avec un autre qui s'appelle le partnership, où ces équipes vont devoir en fait constituer ensemble leurs objectifs, leur roadmap, leur backlog, définir la manière dont ils vont réaliser en prod de manière assez étroite pour s'assurer du succès mutuel. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec un context map qui va nous permettre en fait de voir si on n'a pas une orthogonalité entre le business et l'organisation. Donc tout ça, c'est ce qui fait partie du domaine driven design stratégique, c'est cool, mais ça ne va pas vous donner beaucoup de billes sur comment vous organisez. Parce que le domaine driven design, ça ne parle pas trop des équipes qui ne sont pas dans la création de valeur directe pour les end-users. Typiquement, vous avez les équipes d'infrastructure, type les Ops, par exemple. Et ça ne va pas vous dire s'il vous faut plusieurs équipes sur le même système ou pas, en fait. Mais heureusement pour nous, en 2019 sort Team Topologies de Matthew Skelton et Manuel Pais, qui va traiter du process et de l'organisation. Alors, Team Topologies, c'est une méthode, c'est un pattern d'organisation dynamique dans la droite lignée des Inverse Conway Maneuver et complètement complémentaire au domaine Driven Design. Pour vous expliquer comment ça marche, vous voyez comment aujourd'hui, généralement, on construit des équipes. Souvent, on rajoute de plus en plus de gens dans une équipe jusqu'à ce que ça matche avec la complexité en fait, du système qu'ils doivent gérer. C'est-à-dire que plus le système est compliqué, généralement, plus vous avez en fait de gens dedans. Non ? Si ? Ouais, c'est souvent comme ça. Team Topologies, ils disent qu'il faut faire l'inverse. Il faut plutôt limiter la taille des logiciels et des systèmes à la charge cognitive que peut gérer une équipe. On part plutôt sur des équipes type Pizza Team ou je ne sais pas quoi, en fait, et on s'assure qu'en fait leur scope n'est pas trop gros et ne noie pas, sinon c'est des gens qui ne vont pas être efficaces. Parce qu'une équipe, ça doit gérer en fait tout le cycle de vie. Hein. C'est la spécification, le build, la mise en prod, l'opération, etc. Et la maintenance. Donc trop de choses, on s'en sortira pas. Le but, c'est d'éviter qu'ils fassent tous du burn-out. Et ça veut aussi dire qu'on a un ownership clair. C'est un système, une équipe avec assez de charge mentale, enfin de bande passante mentale pour gérer ce système. Donc je ne vais pas tout vous expliquer sur tout ce qu'ils apportent d'un point de vue process, mais c'était pour vous donner un peu une idée de comment fonctionne Team Topologies. Mais je vous ai dit aussi que c'est un pattern dynamique d'organisation. Pourquoi ? On va revenir sur notre exemple avec notre système e-commerce. Et reprenons nos équipes shopping et paiement qui sont ici matérialisées en jaune. Disons qu'elles viennent de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de lourdeur autour de leurs interfaces. Il y a du travail fait un petit peu en double. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien là, Team Topologies a théorisé un mode d'interaction qui s'appelle la collaboration. Attention, Captain Obvious. Non, mais c'est un mode qui est, en fait, c'est théorisé. En fait, ce que dit ce mode-là, c'est que ces équipes vont travailler étroitement ensemble pendant une période donnée pour trouver, en fait, une solution à un problème dont ils n'ont pas l'habitude. Mais cette période va faire en sorte que leur charge mentale va grandement augmenter, parce que, outre le fait que le problème, ils n'ont pas l'habitude de le résoudre, ils vont devoir, en fait, continuer à gérer leur day-to-day work sur leur propre système. Donc c'est plus efficace parce qu'ils vont travailler étroitement ensemble. En revanche, c'est des machines à burn-out. Donc il faut faire en sorte que cette phase soit la plus courte possible. Admettons que ces équipes ont déterminé que ça, ce serait le meilleur design, donc en introduisant ce système checkout. Dans la philosophie de Team Topologies, on va se poser la question de est-ce que ce nouveau système checkout va représenter trop de charge mentale pour les équipes shopping et ou les équipes paiement ? Si oui, ça veut dire que là, il va falloir construire une nouvelle équipe checkout. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a les besoins d'interfaçage entre nos systèmes. On sait que le système paiement doit s'interfacer avec le système checkout, qui doit s'interfacer avec le système shopping. Donc là, ces équipes elles vont pouvoir entrer dans un autre mode d'interaction qui s'appelle le X as a service. Ça veut dire que, par exemple, l'équipe shopping là, va fournir un service à checkout, l'équipe checkout,
de telle manière à ce que l'équipe checkout soit autonome dans son intégration. Et c'est un service type, je vous file une API suffisamment documenté pour que vous puissiez l'intégrer. Mais ce n'est pas que des moyens physiques, enfin, même si là c'est virtuel, c'est aussi des moyens humains. C'est comment je fais de la remontée en fait, d'informations pour que je puisse avoir les besoins de checkout et que je les prenne en compte d'un point de vue côté shopping. Mais le but, c'est de systématiquement limiter la communication à son strict nécessaire, de faire en sorte que les équipes soient les plus autonomes possibles. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer sur Team Topologies. Il y a 3 modes d'interaction et 4 typologies d'équipes, et généralement les équipes Ops se retrouvent ici dans les équipes plateformes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur teamtopologies.com. Et donc, selon leur site, Docker utilise Team Topologies comme pattern d'organisation. Donc, on a vu que grâce aux Inverse Conway Maneuver et le modèle BAPO, on va être en mesure de mieux gérer les effets de la loi de Conway avec le Domain Driven Design et Team Topologies. Si vous avez des doutes, il y a une étude scientifique sortie en 2018 sur 3 ans qui s'appelle Accelerate, qui est allé chercher en fait les indicateurs d'excellence et de performance opérationnelle de delivery. Et cette étude scientifique en fait apporte son support à l'efficacité des Inverse Conway Maneuver. Mais avant que vous partiez, vous devez savoir qu'en fait, ce n'est pas du tout une baguette magique. Parce que changer l'organisation ne va pas vous garantir d'avoir la structure du système souhaité. Parce que comme le dit Mathias Veras dans un article qu'il a publié en 2022, en fait, si votre système est rigide à la modification, changer l'organisation va avoir des impacts très limités. En d'autres mots, en fait, changer une organisation ne va pas corriger un problème de design. Donc il va falloir investir beaucoup dans la sanétisation du système et le rendre plus flexible à la modification avant de penser en fait d'engager une réorganisation. Et il faut voir la loi de Conway comme une contrainte qui va s'appliquer quoi que vous fassiez, et l'inverse Conway maneuver comme un outil qui n'est pas une silver bullet, à votre disposition pour gérer les effets. Et gardez à l'esprit qu'il faut d'abord agir sur la communication pour améliorer les choses et faire en sorte que ça converge mieux vers ce dont on veut produire. Et si ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop de silos, on va attaquer d'un point de vue réorganisation. Et ça coûte très cher en termes d'humains, la réorg. Si vous pétez ça toutes les 2 semaines, les gens ils vont péter un câble. Donc il ne faut pas lancer des réorg tout le temps. Et puis des fois, ce n'est même pas votre main. Et si ni l'une ni l'autre n'est suffisant, ça veut dire qu'il va falloir faire des trade-offs sur votre architecture et donc faire des trade-offs sur ce qu'on est capable de faire d'un point de vue business. Donc, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach et VP Tech chez Shodo, une ESN parisienne, rennaise, nantaise et un peu partout en France, spécialisée dans le domaine driven design et software craftsmanship. Et dans ma grande bonté, je vous ai ramené en fait au Basecamp, mais faites attention à vos croyances et restez alerte, sinon vous risquez d'être à tout jamais bloqué dans l'IT zone. Merci. On n'a pas le temps pour les questions, mais je suis là le reste de l'après-midi. N'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup.